La vérité en face ce matin, merci Patrick, en direct de ce stand de la Confédération des buralistes, entièrement consacré à ces maires de France réunis ici en congrès, en partenariat avec Sud Radio. Que ressentent les maires aujourd'hui, les maires de France qui sont confrontés à des réalités, on va dire en première ligne, les maires de France avec cette hausse de la fiscalité en permanence, les maires de France qui vont être mis à contribution, 4,7 milliards réclamés aux collectivités en 2026 dans le débat budgétaire. Et puis surtout, il y a cette pression sur le terrain, celle de l'insécurité, celle du narcotrafic. Plusieurs invités vont se succéder à ce micro. Mickaël Delafosse, le maire socialiste de Montpellier. Et nous évoquerons également tout à l'heure avec nos autres invités qui sont eux aussi des maires en première ligne. Nicolas Daragon, le maire Les Républicains de Valence, et Jean Dionis, le maire Modem d'Agen. Ce sera notre débat à 9h30. Justement, cette ville qui est peut-être devenue parfois une jungle, il faut le dire. Entre-temps, nous aurons C'est quoi le problème avec Félix Mathieu, et nous évoquerons ce tabac fumé en France, 18% qui n'a pas été acheté chez les buralistes. Les buralistes, je vous le rappelle, de la Confédération qui nous accueille ce matin. C'est parti pour la vérité en face. Et nous vous recevons ce matin, Mickaël Delafosse. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes le maire socialiste de Montpellier. Mickaël Delafosse, vous avez entendu l'appel poignant du père de Mehdi Kessassi à Marseille, en marge des obsèques hier. Mehdi Kessassi assassiné jeudi dernier, le jeune frère d'Amine Kessassi, militant écologiste marseillais, très engagé contre le narcotrafic. Que dit le père? Mon fils de 20 ans est parti pour rien. Il y en a marre. Monsieur le Président, il faut travailler ensemble. Je sais, Mickaël Delafosse, que vous êtes vous-même très engagé en première ligne à Montpellier contre le narcotrafic. Comment est-ce que vous réagissez à cet appel du père de Mehdi? D'abord, comme tout le pays, nous sommes dans l'émotion et aux côtés de cette famille. Amine Kessassi, c'est un militant politique, écologiste, très courageux. Un père qui a perdu 2 enfants, et il faut entendre sa parole. Le narcotrafic, c'est en train de détruire la cohésion de la société, d'arracher des vies humaines. Un jeune homme qui voulait être policier. C'est à Nîmes, dans le quartier de Pisevin, une balle perdue d'un enfant de 10 ans qui a été tué. Au mois de juillet de l'année dernière, de cette année, oui. C'est un homme qui est brûlé vif, et sur les réseaux sociaux, on a fait circuler cette vidéo. Il est temps que notre pays et que l'État prennent la mesure du phénomène de la même manière que ce que fut le terrorisme islamique après les attentats de Charlie et du 13 novembre. Vous dites quoi, que la réponse elle tarde? Vous l'avez dit sur X. La réponse elle tarde. On ne peut pas dire on a voté une loi, on attend la loi. Il faut maintenant dire clairement les moyens qui vont être engagés contre le narcotrafic. Il faut être aux côtés de ceux qui s'engagent. Il faut entendre les médecins qui disent il est temps de mener des campagnes de santé publique. Il faut être aux côtés des maires. Comme moi, quand je lutte contre les épiceries nuits qui sont des lieux du blanchiment de l'argent, oui. Et que je dis il faut que les maires aient un pouvoir de contrôle sur le commerce, on ne nous répond pas dans une espèce d'indifférence polie. C'est une lutte pied à pied, qu'aujourd'hui quand des dealers sont dans des logements sociaux, il faut que nous puissions très rapidement les expulser pour envoyer des signaux à des gens qui sont leurs voisins, qui ont peur. Voilà le travail qu'on doit mener. Mickaël Delafosse, vous le constatez à Montpellier, la multiplication, vous le disiez à l'instant, de barbiers, des shops de barbiers, d'épiceries de nuit, de tacos, de kebabs. Qu'est-ce que c'est? Il y a du blanchiment sous vos yeux, devant vous. Mais bien sûr, on voit des fonds de commerce qui sont rachetés en argent liquide pour blanchir l'argent qui a été mal acquis. Et donc, tous les maires voient surgir des épiceries de nuit, alors que il n'y a pas de besoin, c'est incompréhensible. Là, il y a un système du blanchiment. Mais on voit aussi des enfants. Nous sommes le pays de Victor Hugo et des Misérables. Et on voit des enfants qui ont moins de 16 ans, qui devraient relever de l'éducation nationale, de la protection de la jeunesse, devenir chouf ou mule. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. On a une ASE qui est dépassée, où les gens sont très engagés mais qui n'y arrivent pas. On a une institution scolaire
qui regarde ça de loin. On a aujourd'hui une autorité judiciaire qui manque considérablement de moyens. Les parquets manquent de moyens. Et donc il faut dire très clairement que c'est une priorité et une mobilisation de tous. Les maires doivent prendre part, je prends ma part. Ouais. Il faut que l'État prenne sa part. Ça ne peut pas être, on a voté une loi, on attend. Là, ce qui s'est passé à Marseille peut se passer dans d'autres villes. C'est un crime d'intimidation politique. Et crime donc, politique, vous dites. Oui, d'intimidation pour créer la peur. Oui. Ces phénomènes sont connus en Hollande et en Belgique. Ils se produisent maintenant en France. Il faut une réponse de l'État très ferme, une mobilisation de la société totale. Il faut que les choses... Moi, j'ai découvert qu'hier, le président de la République avait organisé une réunion d'urgence à l'Élysée. J'espère que les maires de France étaient invités. J'espère qu'il faut mobiliser l'ensemble des forces face à ce phénomène qui est extrêmement inquiétant, avec des réseaux puissants, des gens qui sont très organisés, très méthodiques et qui n'hésitent pas à semer la peur. Le président, lors de cette réunion, a dit que le PNACO arrivait au 1er janvier. C'est ce que vous évoquiez à l'instant. On ne va pas attendre. Je suis très content qu'il y ait un parquet national contre le narcotrafic. Mais aujourd'hui... Et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dit « nous leur faisons très mal ». C'est vrai ou c'est faux ? Mais sans doute, quand on démantèle un ou deux réseaux, ça fait très mal. Mais aujourd'hui, il faut une mobilisation de l'ensemble des forces de la société. Aujourd'hui, les juridictions, les parquets ont peu de moyens, ou en tout cas, il faut en donner la priorité absolue. Moi, j'ai autorité sur une police municipale qui augmente de 50 agents. Elle est entièrement mobilisée aux côtés de la police nationale dans les prérogatives qui sont les nôtres sur cette question du narcotrafic. Ma brigade de tranquillité du logement social, elle opère des saisies. On travaille sur ces sujets. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, ce n'est pas un fait divers. C'est un fait qui nous oblige tous et toutes face à la réalité d'un phénomène extrêmement préoccupant pour la société. Parce que les mineurs qui sont choux ou mules, qu'est-ce qu'ils seront quand ils vont grandir ? Eh bien, ils vont continuer à nourrir un banditisme. Donc là, il faut prendre sur tous les sujets. Sécurité, justice, éducation, santé publique. C'est l'explosion de la cocaïne et de sa consommation. Donc des gens qui... Tous les sujets, vous dites à bras-le-corps, Mickaël Delafosse. Exact, et mobilisation de toutes les forces. Il y a aussi le phénomène de l'islamisation. Vous élevez régulièrement à Montpellier contre les manquements à la laïcité. Ça fait partie de vos combats, Mickaël Delafosse. Vous avez vu le sondage national, 42%, l'IFOP qui dit ça, 42% des Français musulmans de moins de 25 ans qui ont de la sympathie pour une mouvance islamiste. Là aussi, il faut de la réaction. Il faut être très clair sur les principes qui sont les nôtres. Ce pays est très grand parce qu'il accorde à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. Chacun ici a le droit d'avoir sa religion. Mais en aucun cas, personne ne peut imposer sa religion à l'autre. Et donc, dans le service public, c'est le principe de neutralité. Dans l'enseignement, on ne conteste pas le contenu des enseignements. Et quand certains ont comme projet la religion comme projet politique, les intégristes catholiques, les islamistes, eh bien, il faut que la gauche et il faut que la République soient très fermes et réaffirment le principe de laïcité. Ceux qui pensent que la loi de Dieu est plus importante que la loi de la République doivent trouver les maires, j'en suis, dans une réponse extrêmement ferme. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont un autre projet politique qui, et sur ces idées-là, conduisent à du fanatisme, aux choses atroces que notre pays, le fanatisme islamique que notre pays a connu. Ce sondage, il faut le prendre et il faut juste, je le dis, à ceux qui se réclament de la gauche. Nous, on est en soutien de la... Vous dites à qui, pour être précis, Mickaël Delafosse ? Je soutiens à ceux qui parfois se transforment en premiers défenseurs de la bigoterie. Vous voyez, moi, quand je vois des petites filles qui sont voilées, je me dis, mais c'est pas un projet émancipateur. Nous, quand on défend l'éducation, l'esprit des Lumières, c'est pas ça que nous défendons. Et donc, nous, on défend la liberté de croire ou de ne pas croire. Ça relève de l'intime, de lieux de culte qui doivent être protégés et exister, mais ça ne peut pas être un projet politique. Moi, j'ai un projet politique, il est social, émancipateur, de règles qui garantissent la protection de chacun, donc laïque. Mickaël Delafosse, il y a eu cette polémique avec la députée Nathalie Osiol, la France Insoumise, qui avait refusé dans une vidéo d'employer le terme de fanatique musulman pour qualifier l'assassin de Samuel Paty. Vous accusez LFI de jouer sur ce terreau-là ?
Moi, je vais vous dire, j'étais extrêmement surpris, choqué que cette députée LFI de Montpellier soit allée répondre à une interview d'une chaîne communautaire dont le projet est l'islam politique, Oumma, et expliquer que Samuel Paty, professeur de la République, n'a pas été tué par un fanatique musulman, pas par un fanatique islamique, mais par un manque de moyens de l'éducation nationale. Il y a peut-être eu des manquements dans l'éducation nationale, mais celui qui a décapité Samuel Paty était un fanatique musulman, un fanatique islamiste. Il a tué au nom de Dieu. Et quand même, je le dis, il faut arrêter de flatter. Enfin, c'est se perdre que faire cela. Et donc, voilà, moi je vous cache pas que ça m'a sidéré de découvrir qu'on pouvait à ce point relativiser la mort d'un professeur comme Samuel Paty ou de Dominique Bernard qui ont été tués par le fanatique islamiste et le fanatisme religieux. C'est le plus grand fléau que l'humanité a à affronter. Tout dernier mot avec vous, Mickaël Delafosse, parce qu'une campagne s'engage, hein, elle est déjà en cours au municipal à Montpellier. Il y a les transports gratuits. Vous avez mis en place la gratuité pour tous. Oui, ça vous a été reproché, ça. Je suis critiqué, mais moi je défends cette mesure parce que c'est une mesure pour la France qui travaille, pour les retraités avec petite pension. La gratuité des transports, c'est concilier le pouvoir d'achat et l'écologie. D'ailleurs, j'ai observé que la France Insoumise avait combattu ce que je faisais là-dessus. Bon, dont acte. Mais il y a des gens qui disent « Ah, mais on ferait mieux de faire payer les usagers, comme ça on serait moins nombreux. » Je viens de prendre le métro à Paris. Les tarifs ne cessent d'augmenter et je crois que les gens sont un petit peu nombreux dans les transports. Mais j'invite pour les municipales à défendre cette idée de la gratuité des transports. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, pour beaucoup de nos concitoyens, la vie est dure alors qu'ils travaillent. Et donc, il faut accompagner. Et là, les maires peuvent agir en soutenant le pouvoir d'achat et en relevant les défis écologiques. Vive la gratuité des transports. Et Montpellier sera un théâtre de bagarre entre le maire socialiste sortant que vous êtes et la France Insoumise qui en a fait un objectif national très court pour répondre à ça. Oui, dont acte. Moi, je continuerai à parler, à défendre le logement social, la gratuité des transports, à dire que la gauche doit aborder de front les problèmes de sécurité parce que ce sont toujours les gens les plus modestes qui en sont victimes. Et ensuite, ce sont les électeurs et électrices qui tranchent. Mais parlons des idées, parlons des projets, loin des outrances, loin des invectives qui, elles, divisent notre pays. Aujourd'hui, il faut nous unir face aux défis que nous rencontrons. Le narcotrafic en est un, les inégalités sociales un autre, le pouvoir d'achat est un enjeu absolument majeur pour chacun de nos concitoyens. Et là, les maires doivent aussi agir. Merci à vous, Mickaël Delafosse, d'avoir été l'invité de Sud Radio ici sur le stand de la Confédération des buralistes, maires socialistes de Montpellier, justement dans un court instant avec Félix Mathieu. C'est quoi le problème? Nous parlerons de ces 18% du tabac fumé en France qui n'a pas été acheté chez les buralistes selon une étude des douanes. A tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Depuis le Salon des maires, stand de la Confédération nationale des buralistes, le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Aquili. Et à 9h21, effectivement, en direct du Salon des maires, ici même. Et je suis en compagnie, je vous le dis tout de suite, de Pierre Romero, qui est le secrétaire général de la Confédération nationale des buralistes. Félix Mathieu, c'est quoi le problème, Félix? Quasiment 18% du tabac fumé en France n'a pas été acheté chez nos amis buralistes, selon une étude des douanes. Oui, presque une cigarette sur 5, plus de 8000 tonnes de tabac consommé en France en une année vient de l'étranger ou bien de la contrebande. Très précisément 17,7% de la consommation française. Estimation des douanes françaises le mois dernier, ça représente quand même une sacrée déperdition pour la fiscalité de l'Hexagone. 4,3 milliards d'euros perdus qui échappent aux finances publiques françaises. Pour obtenir cette estimation, eh bien les douanes ont tout simplement comparé la consommation déclarée par les fumeurs et les quantités qui transitent effectivement par nos bureaux de tabac. Alors, la raison de cette différence, elle est simple, évidemment. Les prix des cigarettes ont augmenté beaucoup plus vite en France que chez la plupart de nos voisins. 13 € le paquet en moyenne en France. Ça a plus que doublé, en fait, depuis 2017. Et s'il fallait une preuve que ces hausses de prix sont la cause directe du report des achats vers l'étranger ou bien vers la contrebande, les baisses de volume écoulées par les buralistes sont beaucoup plus élevées dans les départements proches des frontières. Ça baisse 2 fois plus dans ces départements que dans les autres.
Les buralistes, Félix, qui ont justement déposé une benne remplie de cigarettes, c'était avant-hier devant le Sénat, pour dénoncer cet état de fait. Oui, 100 000 paquets de cigarettes, l'équivalent de 2 heures de vente sur le réseau illégal en France, nous disent ces buralistes. Ils réclament donc un moratoire sur les hausses de prix qui, selon eux, alimentent la contrebande et les trafics. D'ailleurs, l'Assemblée nationale vient de rejeter un amendement au projet de budget de la Sécurité sociale, un amendement qui proposait d'augmenter les prix du tabac de 10% par an pour atteindre 25 € le paquet en 2032. Alors ça a été rejeté pour le moment en tout cas. Pour le moment. Merci à vous, Félix Mathieu, d'avoir planté le décor et nous sommes en compagnie de vous, Pierre Romero. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Kevin. Vous êtes le secrétaire général de la Confédération nationale des buralistes. Vous êtes en première ligne. Ce qui explique Félix Mathieu est spectaculaire. Quand on nous dit 17,7% de la consommation française, est-ce que c'est une estimation des douanes? On est au-delà? On respecte ces chiffres-là, mais on est bien au-delà. Ces chiffres ont le mérite d'exister, mais vous savez, quand on parle aujourd'hui de 17% de marché parallèle, on est bien au-delà. Quand on parle de 5 milliards de pertes fiscales, on est bien au-delà. Je suis navré de le dire, mais c'est la réalité. Pierre Romero, c'est un combat perdu. Les douanes ne peuvent pas endiguer ce trafic. Le trafic, il est la conséquence du prix élevé des paquets de cigarettes. Exactement. De la fiscalité. Il y a eu un acharnement fiscal sur les hausses de prix systématiques chaque année sans résultat concret. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet de santé publique, un vrai sujet de sécurité publique du fait de cette hausse et de ce comportement d'une fiscalité punitive, comportementale, comme on le dit aujourd'hui, qui n'a comme résultat que d'envoyer tous nos consommateurs, tous nos fumeurs dans la rue. On part des frontières, mais dans la rue. Dans la rue, être buraliste aujourd'hui, c'est un défi de tous les jours. Alors il faut rappeler, Pierre Romero, que le buraliste ne vend pas que des cigarettes. Heureusement. Donc vous n'êtes pas un défenseur du tabagisme, parce qu'il y a toujours le serpent qui se mord la queue. Monsieur Akili, oui. Je ne suis pas un défenseur du tabagisme, oui. Je suis le principal allié du combat contre la prévalence tabagique. Permettez-nous, aidez-nous, et là je m'adresse au gouvernement qui commence à nous entendre sur certains sujets, pour proposer des alternatives sérieuses, concrètes, pour combattre cette prévalence tabagique. Le tabac a une baisse structurelle, même mondiale, européenne, nationale, mais nos chutes aujourd'hui de volume deviennent inquiétantes. Je suis aux frontières. Moi, je suis à Antibes. Je suis dans les Alpes-Maritimes. J'ai l'Italie en face. Je vends des produits à 13 € quand l'Italie les vend à 6 €. C'est inacceptable. C'est imbattable. C'est imbattable. On nous fait supporter l'insupportable. 25 € en 2032 pour le paquet de cigarettes. C'est une aberration. C'est une aberration. Ouais. On a tellement... Je vous dis, on est les principaux alliés de ce combat contre la prévalence tabagique. On a tellement d'autres solutions. Il y a des éléments pédagogiques, des éléments d'accompagnement, des alternatives à la cigarette. On est là. Quand vous dites alternative à la cigarette, il y a aussi là un nouveau sujet, Pierre Romero, sur la législation qui doit entourer tous ces produits de substitution. Il y a là encore un vide. Exactement. Oui. Le gouvernement nous accompagne et a compris ce message aujourd'hui. Nous devons encadrer. Nous devons encadrer les produits du vapotage et l'ensemble de ces alternatives de façon sérieuse. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas mentir, ce n'est pas être prétentieux que de dire ça. Un seul espace aujourd'hui est réglementé sous la tutelle de l'État. Ça s'appelle le buraliste. Tout dernier mot sur ce sujet avec vous pour conclure, Pierre Romero. La solution à vos yeux, quelle est-elle? C'est quoi? C'est faire renoncer à la fiscalité sur le tabac et faire baisser les prix? Ayons un moratoire fiscal définitif, rehaussons les prix aux frontières, sanctionnons sérieusement quand il y a des hors-jeux et on s'en sortira et on repartira d'une belle façon pour longtemps. Je souhaite longue vie aux buralistes. Merci à vous, Pierre Romero. Je rappelle, un secrétaire général de la Confédération nationale des buralistes qui accueille Sud Radio ici pour ce salon des maires. Merci à vous. Merci à vous. Dans un instant, à 9h30, le débat de la vérité en face. Nous recevons bien évidemment deux maires, Nicolas Daragon, le maire Les Républicains de Valence, et Jean Dionis, le maire Modem d'Agen. Nous évoquerons avec eux ce que devient parfois la ville avec le narcotrafic, l'insécurité, les difficultés de circulation. Est-elle en train de devenir une jungle? À tout de suite pour la suite de la vérité en face, ici en direct du Salon des Maires. Depuis le Salon des Maires, stand de la Confédération nationale des buralistes,
Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili. La vérité en face, la suite à 9h32 en compagnie de Nicolas Daragon. Bonjour. Bonjour. Maire Les Républicains de Valence. Vous avez été brièvement ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien du gouvernement Barnier. Oui. Vous êtes secrétaire général adjoint des Républicains et vous présidez la communauté, c'est important, d'agglomération Valence-Roman-Agglo. Nicolas Daragon, nous allons évoquer avec vous au fond cette situation à laquelle sont confrontés les maires, le narcotrafic, une forme d'insécurité. Il y a aussi dans les communes désormais la gestion, des migrants, parfois un habitat dégradé. Vous travaillez de pied ferme avec les bailleurs sociaux pour essayer de rehausser le logement social. Vous avez des transports, quand je dis vous, pas forcément à Valence, mais globalement les maires de France, des transports saturés. La question qui est posée ce matin, c'est la ville est-elle en train de devenir une jungle? Alors là-dessus, Nicolas Daragon, je voudrais d'abord vous soumettre, comme je l'ai fait avec vos prédécesseurs, à ce micro Sud Radio depuis le stand de la Confédération des buralistes, ce qu'a été dit hier aux obsèques à Marseille de Mehdi Kessassi, on va dire victime du narcotrafic. Le père qui a lancé un appel poignant, qui dit mon fils est parti, mon fils de 20 ans est parti pour rien, il y en a marre, et qui a lancé une sorte d'appel au président Emmanuel Macron, un appel extrêmement fort pour dire travaillons ensemble. Quelque part, il faut en finir avec ce narcotrafic. Vous êtes en pointe sur ces questions-là, Nicolas Daragon. Est-ce que vous estimez, il y a eu cette réunion à l'Élysée hier, du président qui a lancé un appel de la mobilisation contre le narcotrafic. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont des mots et qu'au fond, il faut enclencher tout de suite et largement? Alors, l'impression que j'ai, c'est que quand on s'engage pour de bon, on a des résultats. J'ai cette impression sur le fondement de ce qui s'est passé dans ma ville, à Valence. En 2023, une vraie flambée de la violence autour du narcotrafic. 2024, on met en place la force d'action républicaine à Valence. 2025, dans les quartiers touchés particulièrement par le narcotrafic, une baisse de près de 50%. 45,3% exactement de la délinquance générale. Et une baisse du narcotrafic, une baisse de l'insécurité du quotidien. Donc ça veut dire que quand on met les moyens, on a des résultats. Encore une fois, je suis dans une ville de taille moyenne, ça n'est peut-être pas le même sujet dans les métropoles, mais en tout cas, quand l'État met les moyens, quand le maire met les moyens, quand le continuum de sécurité, c'est presque devenu un gros mot parce qu'on l'a beaucoup dit, mais c'est une réalité. Quand il est appliqué avec le procureur de la République, le préfet, tous les acteurs, on obtient des résultats, c'est le cas, donc ça veut dire que rien n'est perdu, tout au contraire, il faut défendre le territoire républicain. Quand vous dites, alors nous sommes rejoints, bonjour et bienvenue à vous, je vous laisse vous installer, Jean Dionis du Séjour, maire d'Agen, maire Modem. Nous évoquions à l'instant avec votre collègue Nicolas Daragon de Valence, vous savez, la lutte, l'engagement, parce que c'est un sujet extrêmement fort avec ce qui s'est passé à Marseille contre le narcotrafic. Et à l'instant, Nicolas Daragon évoquait ces résultats qui sont possibles sur le terrain quand au fond les moyens sont à disposition. D'un mot, Nicolas Daragon, vous évoquez cette force d'action rapide, c'est-à-dire des moyens accrus. Force d'action républicaine qui avait été promise par le président Macron, qui a été mise en œuvre dans 3 villes, Maubeuge, Besançon et Valence, grâce à laquelle on a obtenu une brigade supplémentaire de 13 policiers nationaux, des magistrats, la présence de forces mobiles quasiment une fois par semaine, et nous, de notre côté, on est passé de 32 à 75 policiers municipaux et de 90 à 300 caméras. Et on a augmenté le nombre d'éducateurs, on a rénové nos maisons pour tous, on est sur la totalité du spectre, parce que le continuum de sécurité, c'est pas seulement du bleu sur la voie publique. Oui, pas seulement. Jean Dionis, soyez le bienvenu sur ce stand de la Confédération des buralistes. Jean Dionis, que dites-vous dans la lutte contre le narcotrafic? Est-ce que vous, à Agen, vous êtes confronté à cette difficulté? Alors, oui, le problème de la drogue, c'est un problème national. C'est pas uniquement un problème de Marseille ou de ville moyenne, Valence c'est plus gros que nous, mais c'est un problème national, même dans la ruralité. Et ce qu'il faut dire, c'est que le reste de la délinquance, au moins à Agen, est stable. Oui. Et il faut faire attention aux amalgames, parce que moi je crois à une mobilisation nationale contre la drogue, et là il y a des choses très précises à faire et très fortes à faire, et en même temps il faut dire que par exemple sur les cambriolages à Agen c'est stable, etc. Vous voyez. Donc sur cette si on veut être
fort au niveau national, il faut dire clairement les choses et mettre des noms sur les choses. Nous, quand je regarde... C'est une question de moyens, Jean-Dionis. Oui, mais déjà, il faut cibler le problème. Oui. Si vous dites que vous avez un problème d'insécurité qui explose, vous dites rien. Vous êtes dans la confusion. Encore une fois, que ça soit sur les cambriolages, sur les atteintes aux personnes, etc., à Agen, c'est stable, plutôt on recule. Mais le narcotrafic... Mais le narcotrafic et la drogue en général, parce que le narcotrafic, on voit des gens, etc., raso-mafieux puissants, mais la présence de la drogue à Agen, y compris dans les halls d'immeubles, etc., ça c'est un problème majeur. Et dans toute sa déclinaison, du protoxyde d'azote jusqu'à la cocaïne, en passant par le cannabis, et donc ça mérite une mobilisation nationale. Nicolas d'Aragon, il y a un discours qui monte, qui consiste à dire il faut aller frapper les familles des trafiquants, notamment au niveau social. Ça, c'était un tabou qui commence à bouger, si je puis dire. Et puis, il y a le deuxième discours, le corollaire, c'est aller chercher les consommateurs. Parce qu'il n'y a pas de drogue s'il n'y a pas de consommateurs. Sur les trafiquants, aucune tolérance zéro, évidemment. Et nous, à Valence, moi j'ai mis en place un certain nombre de dispositifs. La suppression des aides aux familles qui refusent les dispositifs éducatifs et dont les enfants, ça donne à de la délinquance. Il y a un moment, c'est bien aux parents qu'on verse de l'aide facultative, c'est pas aux enfants qui ont 15-16 ans. Et donc quand les parents sont défaillants, on propose des mesures éducatives. S'ils ne les acceptent pas, la ville leur dit c'est terminé. Nous, on n'est plus votre partenaire puisque vous ne voulez pas travailler avec nous. Deuxième sujet, l'Office public pour l'habitat. Nous avons expulsé 140 familles, des expulsions décidées par la justice. Ça prend du temps, mais nous l'avons fait. Ça prend 18 mois. C'est insupportable parce que quand une famille perturbe la vie de 50 autres familles dans un immeuble, c'est insupportable pour 49 familles qu'on arrête de se mettre des œillères. On nous dit vous êtes contre le social. Non, pas du tout. Moi, je suis pour le social pour les 49 familles qui n'en peuvent plus. Et on obtient leur expulsion. On en a expulsé 140. Donc, aucune tolérance à l'échelle municipale. Mais après, le sujet, c'est quelles sont les sanctions qui sont appliquées au niveau national. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que la justice ne fait pas son travail. Je fais partie de ceux qui disent que malheureusement on n'a pas assez de places de prison. Ça veut dire que quand on commet un délit en France, on ne va quasiment jamais en prison quand c'est le premier délit et qu'on est condamné à moins d'1 an. Sauf que la valeur d'exemplarité de la sanction, eh bien du coup elle n'existe plus. Donc oui, il faut condamner les délinquants. 2, évidemment les consommateurs, l'amende forfaitaire délictuelle, il faut l'appliquer. Jean-Dionis, vous partagez ce discours de fermeté? Oui, sur la drogue, tout à fait. Et notamment sur le fait que il faut le maire a les pouvoirs de sanctionner tous les gens qui troublent l'ordre public. Or, le commerce de drogue en pied d'immeuble, notamment dans nos quartiers, ça trouble l'ordre public. Et donc, quand un maire comme moi, comme monsieur le maire de Valence, président de son office comme moi, donc on a des gens qui troublent l'ordre public, alors c'est à faire, et c'est à faire de manière sans hésitation et ferme. Et notamment j'écoutais ce que disait Nicolas sur les expulsions, et il a raison, et il faut qu'on soit dans le même registre. Les maires sont face à l'insécurité. Il y a ce qu'a demandé Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, l'armement. Alors c'est fait à 58% au niveau national des polices municipales. Je vous avoue que, messieurs, je ne sais pas si c'est le cas dans vos villes respectives. Je commence par vous, Nicolas d'Aragon. La police est armée. Bien sûr, elle est armée depuis 2003 de mémoire. Oui. Et moi, je dois vous dire que je les ai armés au maximum. Ça veut dire tout ce que la loi autorise. Ce sont tous d'anciens policiers, d'anciens gendarmes, d'anciens militaires. Ce sont de grands professionnels encadrés par un officier supérieur de gendarmerie qui est d'une efficacité redoutable. Jean-Denis, c'est pareil chez vous? Il faut préciser les choses. Nous, à Agen, en 2023, on a eu les premières émeutes urbaines. On n'en avait jamais eu. Et là, la police nationale nous a appelés en soutien. Et là, on s'est rendu compte que sur un certain nombre d'équipements, pour faire du maintien de l'ordre, on n'était pas prêt. Et donc, on a diversifié l'équipement de notre police municipale pour, si on a à nouveau, vous voyez, ces événements d'émeutes urbaines, eh bien que l'équipement soit au point. Donc oui, c'est un point. Nicolas d'Aragon. Moi, je suis pour l'armement de la police municipale, parce qu'un policier municipal non armé, c'est un policier qui porte une cible dans son dos. Le délinquant, le criminel ne sait pas qu'il est un policier municipal, ne sait pas qu'il n'est pas armé. Je suis pour la présomption de légitime défense pour les forces de sécurité intérieure. Il y en a ras-le-bol. On est dans un pays où les délinquants et les criminels n'ont pas peur d'ouvrir le feu sur nos policiers, où on a en plus des partis politiques qui prônent une police qui serait violente. C'est totalement faux. Et on a des policiers qui sont dorénavant des victimes et qui ont...
qui ont peur d'utiliser leurs armes parce qu'on va les sanctionner. On a eu plusieurs exemples. Oui, Jean Denis, oui. C'est important ce que dit Nicolas. Dans le débat municipal, il faut vraiment que vos auditeurs entendent qu'un certain nombre de forces politiques, je pense à la France Insoumise, ils ont fait un programme dans lequel ils disent qu'il faut renoncer à la vidéosurveillance et qu'il faut renationaliser les polices municipales. Donc il faut que les gens qui nous entendent, que vos auditeurs Sud Radio savent qu'il y a un enjeu fort de sécurité entre des gens qui sont pour armer leur police et donner aux maires des vrais moyens d'action, et ceux qui sont pour véritablement les rendre impuissants. Donc, Nicolas d'Aragon, il y a aussi un autre phénomène auquel les maires, et pas seulement des grandes métropoles, font face, c'est la gestion migratoire. Là-dessus aussi, il y a tout le dispositif des places d'hôtel, etc. Est-ce que vous êtes démunis face à l'afflux migratoire qui peuvent désormais concerner les villes moyennes de France? Elle concerne toutes les villes de France d'abord, parce que vous avez vu qu'au moment des Jeux Olympiques, on avait même envoyé en zone rurale parce qu'il fallait cacher la misère du pays. Le vrai sujet de fond, d'abord c'est l'État qui gère ces sujets migratoires. Ensuite ce sont les départements qui sont assommés par des charges financières pour accueillir les mineurs isolés. Évidemment qu'il y en a partout dans tous les territoires. Évidemment qu'il n'y a aucun élu républicain qui va être contre l'humanité qui doit être celle des Français face à des gens qui subissent la guerre ou des menaces de mort sur leur personne. Mais on est face à une immigration massive qui ne correspond plus du tout aux valeurs de notre pays et qui en plus, cette immigration massive ne respecte pas les valeurs de notre pays. Et nous, maires, nous sommes complètement désarmés. Moi, je dis régulièrement aux représentants de l'État d'être vigilants parce qu'il y a un juste équilibre acceptable pour notre population. Je dis au président du département régulièrement, attention, les mineurs non accompagnés, il ne faut pas les mettre tous au même endroit parce que ça pose de vraies difficultés, mais il faut le dire, à part des contrôles réguliers, le fait qu'on achemine ensuite les gens qui sont interpellés quand ils sont en situation irrégulière à la police nationale, nous n'avons aucun moyen, et on est face à véritablement ce qu'avait dit François Bayrou, une submersion. Oui, là-dessus, Jean Dionis, François Bayrou, c'est votre leader. C'est mon leader, moi je suis modem. Vous êtes modem, vous, hein, donc quand il dit submersion, vous partagez son point de vue? Non, sur le constat, oui, et puis toute nation qui se respecte doit avoir une politique migratoire qu'elle assume, donc fortement. C'est pas le cas en France, selon vous? De frontières. Je pense que c'est des choses qu'il faut préciser et renforcer. Donc après, encore une fois, moi je suis aussi là pour vous dire qu'il faut pointer le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est la drogue. Avant de réactiver le discours migratoire qui est le discours qui est porté de manière outrancière par le Rassemblement national. Vous voulez dire quoi? Un seul sujet à la fois? Ah oui, déjà. Vous ne pensez pas qu'il y a un spectre de sujets à traiter? J'attends. Quand je regarde mes stats à Agen, et ça c'est un message très fort que je veux faire passer, il y a une stabilité sur un certain nombre de délits, et quand je regarde toutes les stats de la police nationale, et il y a l'explosion de la drogue. Donc moi j'attends la mobilisation nationale sur la drogue dans toutes ses dimensions. Nicolas d'Aragon. Sur les étrangers en situation irrégulière, je dois vous dire que quasiment 100% des interpellations qui sont faites par la police municipale sur du trafic de tabac, ce sont des étrangers en situation irrégulière. Quasiment 100%. Ce qui signifie qu'on a un vrai sujet avec ça. Et au-delà de ça, une politique migratoire qui s'assume. Je partage avec Jean qui vient de s'exprimer sur le sujet. Assumer, c'est aussi dire il y a des limites. Allez, messieurs, restez avec nous. Nicolas d'Aragon, maire de LR de Valence, et Jean Dionis, maire modem d'Agen. Dans un instant, on parlera de fiscalité et des défis qui sont posés aux maires de France. Dans un court instant, nous sommes de retour pour la vérité en face, en direct ici du stand de la Confédération des buralistes. Depuis le Salon des maires, stand de la Confédération nationale des buralistes, le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili. En compagnie de deux maires, Nicolas d'Aragon, le maire Les Républicains de Valence, et vous, Jean Dionis, maire modem d'Agen. Nous posons la question, ce matin nous évoquions les questions de narcotrafic, de sécurité, d'accueil des migrants, de gestion des migrants. La ville est-elle en train de devenir parfois une jungle? Je ne sais pas si je vous vois réagir là-dessus, Jean Dionis. Vous dites non, vous, hein? Non, là il faut être précis là-dessus. Je vous l'ai dit, moi
je me retrouve avec mon collègue sur le fait de dire qu'on a un vrai problème de drogue et qu'il doit y avoir une mobilisation nationale sur la drogue. Après, et là, c'est pas le sentiment de Jean Dionis, c'est les chiffres de la police nationale. Oui. Il faut... parce que ça, c'est la réalité. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas paniquer les gens pour rien, il faut les mobiliser, Nicolas Daragon. Les chiffres sont précis. À Valence, entre 2020 et 2025, 25 inclus à date, quoi, on est à moins 19,4 sur la délinquance générale. Et si je prends les 2 dernières années sur la zone de sécurité prioritaire, tous les indicateurs dépassent les moins 45%. Ça veut dire que quand on veut agir, on peut. Et par ailleurs, ça veut dire que non, ça n'est pas une jungle. Alors peut-être qu'on est dans des tailles de ville où on maîtrise encore les choses. Oui, et puis il y a la question, messieurs, de la fiscalité. C'est quand même un peu le nerf de la guerre. Quand l'on voit, et David Lisnard qui était à ce micro Sud Radio ce matin a dénoncé les 4,7 milliards d'euros réclamés aux collectivités en 2026. Vous avez vu, j'imagine, cette annonce qui tombe opportunément ce matin, celle d'un rehaussement de la taxe foncière. Ça ne vous a pas échappé, la taxe foncière. Les Français se réveillent avec une nouvelle hausse puisqu'elle va augmenter pour 7 400 000 logements. Les experts de Bercy sont en train de modifier les éléments de confort. Une petite douche par-ci, une baignoire par-là pour augmenter le mètre carré. Ça veut dire qu'il y a un quasi demi-milliard d'euros qui va entrer dans les caisses des collectivités, des mairies. Georges Dionis, là-dessus, il y a quand même l'imagination fiscale au pouvoir, toujours. Non, d'accord, mais en gros, sans vouloir être ennuyeux, la taxe, c'est des bases et un taux municipal. Et les bases, donc qu'on fasse un travail sérieux, que les services fiscaux fassent un travail sérieux sur ce que sont les bases, c'est juste ça vous saluez? Oui, je salue, parce qu'il y a un vrai débat national et qu'on balade les maires depuis 20 ans sur la revalorisation des bases, et donc que ce travail commence à être fait, je le salue et je pense qu'il faut être un peu courageux là-dessus. Sur les taux, ça s'appelle une signature politique. À Agen, on ne les a pas augmentés depuis 17 ans et on est orienté pour ne pas les augmenter. Et moi, je dénonce donc les programmes de mes adversaires qui, eux, mécaniquement amèneront des hausses de taux. C'est un choix, un vrai choix, et nous, on fait le choix de la stabilité fiscale sur le levier qu'on maîtrise, à savoir le foncier bâti. Nicolas Daragon, là-dessus, sur la question de la fiscalité des taux, les administrés, ils sont quand même en droit de demander des comptes. D'abord, toujours la même maladie à l'échelle nationale. Quand on a un problème d'équilibre du budget, on va chercher des recettes supplémentaires en tapant sur le contribuable. Toujours la même recette, c'est-à-dire celle contre laquelle on se bat. On dit qu'il faut valoriser le travail. Plus les gens travailleront, plus ils reverseront de charges sociales ou d'impôts sur le revenu, mais en tout cas, ils s'enrichiront en même temps que l'État percevra des taxes et des impôts. C'est pas en augmentant, en les laissant dans la même pauvreté qu'on va réussir. On va appauvrir notre pays, on va limiter les initiatives, on va appauvrir nos entreprises, on ne sera pas concurrentiel sur les marchés internationaux. C'est une véritable catastrophe et c'est toujours la même stratégie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, qu'à l'échelle locale, nous sommes responsables devant nos concitoyens. J'ai pris cet engagement lorsque j'ai été élu. Je n'ai jamais voté une augmentation de taux communal d'imposition et je continuerai quoi qu'il arrive. C'est une garantie de réélection, ça. Mais non, parce que ça ne suffit pas. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit à nos concitoyens? On doit que la ville soit propre et agréable. On leur doit de ne pas augmenter les impôts et on leur doit qu'ils se sentent relativement en sécurité, même si c'est une compétence de l'État. Nos concitoyens, on l'a vu dans le dernier sondage, pensent que ce sont les maires qui sont aussi responsables de ça. Donc on s'y est tous investis beaucoup. Ça, c'est la base. Après, il y a le reste, ce que disait Jean à l'instant, sur un certain nombre de promesses qui sont intenables en restant étales sur la fiscalité. Et ça, les transports gratuits, l'eau gratuite, on entend un peu tout en ce moment. Michael Delafosse, le maire de Montpellier, défend l'idée des transports gratuits. C'est ce qu'il a instauré. Il était à votre place à l'instant sur Sud Radio. Ça, vous pensez quoi? C'est une utopie? Pour tout vous dire, Michael Delafosse, il est en difficulté à Montpellier parce que LFI lui court après, donc c'est pas moi qui vais aller le critiquer. Je trouve qu'il fait du bon boulot dans une ville qui est très difficile. Et avec un taux de pauvreté qui est très élevé, l'héliotropisme qui a amené toutes sortes de populations et qui rend les choses complexes. Mais le transport gratuit, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui paye à la fin. Et qui paye? C'est le versement mobilité. À 80%, les transports sont payés par les entreprises. Elles sont en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait? On va encore leur taper sur la tête et augmenter les impôts? L'eau gratuite, ça n'existe pas. Qui paye l'eau qu'on a donnée gratuitement? Ce sont les autres consommateurs. Il n'y a rien de gratuit. Jean Dionis. Vous avez raison d'insister sur ce point. La France Insoumise, elle a publié un programme municipal. Je l'ai lu. Alors il y a gratuité effectivement pour les transports, gratuité pour les cantines, gratuité sur les petites publics.
on est au cœur des choix d'un maire. Et les choix d'un maire en finance, c'est un équilibre entre usagers et contribuables. Et quand on fait le choix de la gratuité sur les usagers, mécaniquement, on va aller chercher le contribuable. Et moi c'est le discours que tient mon opposant, donc jeudi, il s'appelle Bruno, c'est Bruno les impôts, et c'est mécanique. Voilà, oui, c'est mécanique. C'est la conclusion, messieurs, parce que le temps tourne. Tiens, Jean-Dionis, gardez la main. Il n'y a pas de crise de vocation chez vous. Dans votre esprit, vous vous représentez. Oui, alors même si c'est difficile. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons. Je me présente parce que j'aime bien le boulot. Le matin, quand je vais à la mairie, je suis plutôt content du boulot que j'ai fait. J'étais ingénieur, j'étais député, et ce que j'ai fait de plus sympa, de plus utile dans ma vie, il me semble, c'est meilleure. Première raison. Deuxième raison, alors j'ai aucune envie que ma ville que j'aime aille soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche. Aucune envie. Donc je me bats. C'est dit avec le cœur, Nicolas Daragon, vous n'avez rien annoncé, hein? On va respecter ça. Non, je continue. Mon mandat se termine en mars. On verra bien. En tout cas, sur la crise des vocations des maires, David Lisnard a dit qu'il n'y en a pas. En fait, 6 maires sur 10 se représentent. Le chiffre est stable. Alors, le chiffre est stable. Enfin, ça fait toujours à chaque fois 40% de maires qui ne se représentent pas. Ça fait beaucoup. Et on le comprend parce qu'ils sont harcelés par les normes, harcelés par la baisse des dotations, harcelés par un certain nombre de leurs concitoyens qui ne respectent plus cette fonction et qui nous prennent pour des paillassons. Donc, c'est un mandat qui est difficile. Mais en effet, je partage ce que vient de dire Jean. C'est le plus beau mandat qui soit. Oui, avec une difficulté, et ce sera le mot de la fin, hein. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France, d'ailleurs, cette loi parité qui concerne désormais les communes de moins de 1000 habitants, et c'est extrêmement difficile d'être, on va dire, au carré là-dessus, hein. Alors je pense qu'il y a des cas particuliers dans lesquels ça va être difficile, comme toutes les normes qui nous sont imposées, et dans le même temps, quand j'observe, même dans les communes rurales, on a des présidenteux d'associations, on a beaucoup de femmes qui s'investissent partout. Pourquoi elles ne seraient pas dans les conseils municipaux? Moi, j'ai beaucoup de fierté à avoir une équipe paritaire. Merci messieurs, Nicolas Daragon, maire Les Républicains de Valence, et merci Jean-Dionis, maire Modem d'Agen, d'avoir participé à cette vérité en face ici en direct du Salon des maires depuis le bureau de la Confédération des buralistes. Et bonjour à vous Jean-Marie Bordry. Mais bonjour mon cher Jean-François. Comment ça va? Qu'y a-t-il? Oui, c'est formidable, ici on est bien, ici on est bien reçu, hein. Oui, je sens que vous voyagez très bien. En tout cas, on est ravis de vous écouter sur Sud Radio. Très bien. Au milieu de tous ces premiers magistrats. Mettez-vous d'accord. Au menu, on va parler de vos invités, mon cher Jean-François, évidemment. Pourquoi les maires se représentent? Malgré tout, ils sont plus nombreux à se représenter qu'auparavant. Finalement, ils font face à la crise politique et ils se retroussent les manches. On va en parler avec nos débatteurs. On va aussi revenir sur la hausse de la taxe foncière. Hausse surprise, ça aurait pu vous concerner, mon cher Jean-François, puisque le département le plus touché sera a priori la Haute-Corse, figurez-vous. Oui. C'est là qu'il y a le plus de demeures ou alors d'appartements qui seront concernés par cette hausse. Si vous n'avez pas encore déclaré de baignoire ou d'électricité ou d'eau courante. Et puis on viendra aussi sur cette mesure décidée par EDF qui bannit l'alcool de tous ces événements, les pots de départ, tout le reste. Est-ce que c'est infantilisant ou est-ce que c'est une saine mesure de santé publique? Voilà la question qu'on va se poser avec nos débatteurs. Merci à vous Jean-François. Quant à vous qui nous écoutez sur Sud Radio, restez dans les parages. On vous retrouve juste après les infos de 10h. À tout de suite.